Sud Radio. Seul contre tous. Robert Branche, il est l'architecte du programme présidentiel du mouvement Les Citoyens. C'est le mouvement du candidat Alexandre Jardin. Bonjour à vous, Robert Branche. Bonjour à tous. Votre mot d'ordre, si je puis dire, Robert Branche, c'est 1 + 1 + 1. Chaque citoyen doit se compter et finalement proposer lui-même un programme, dire lui-même ce qu'il doit faire, ce qu'il faut faire pour la France, parce que nos politiques n'y arrivent plus et n'écoutent plus personne. C'est pas un peu court, ça, Robert Branche ? Écoutez, notre approche est un petit peu plus large que celle-là. D'abord, premièrement, je vais reprendre votre propos précédent. C'est que si pour pouvoir être président, il faut avoir quasiment dirigé l'État, on est condamné à une reconduction complète. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, on a une approche au niveau du mouvement Les Citoyens qui est un peu différente de celle que vous évoquez et d'autres mouvements citoyens. On veut co-construire avec les élus politiques locaux. Autant on est très critique au niveau d'une classe politique nationale qui est hors sol, autant on a des élus locaux qui sont pragmatiques et il s'agit de reconstruire la France à partir des territoires. Donc il ne s'agit pas du tout d'opposer les citoyens et la politique, mais d'opposer un pouvoir vertical hors sol déconnecté, qui est une sorte d'oligarchie, qui comprend d'ailleurs pas que des politiques, qui comprend aussi des dirigeants syndicaux et toute une certaine partie de personnes. Vous voulez décentraliser la France le plus possible ? On veut reconstruire d'une part à partir des territoires et d'autre part à partir de ceux qui font. Donc une des forces d'Alexandre Jardin, c'est que depuis 20 ans, il a sillonné la France, il connaît les associations, il en a construit certaines et il a tissé tous des liens avec des gens qui font. Donc c'est une approche fondamentalement différente. Deuxièmement, sur la co-construction du programme, celle que vous évoquiez, en fait, pour pouvoir co-construire un programme, il faut qu'il y ait un cadre. Donc nous avons construit un cadre qui est en ligne, qui fait 12 pages. Donc je conseille d'aller le lire, c'est très simple, vous allez sur le site www.lescitoyens1.fr et vous verrez qu'il y a un vrai cadre, qui est un cadre à la fois structurant et ouvert, qui affiche un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire que si effectivement on pense que la solution doit venir du haut, si on pense que la solution ne doit pas venir des professionnels, si on pense qu'il faut trier parmi les Français, ne venez pas participer au programme des citoyens, puisque nous affichons ces valeurs très clairement, qui sont des valeurs de ciment. Plus un certain nombre d'autres points, on propose un nouveau cadre de contrat social. Est isolé des autres. Écoutez, pourquoi une vie d'homme politique serait pas vraiment une forme de vraie vie ? C'est pas un peu démagogique aussi ? Nous, citoyens, nous connaissons finalement la vraie vie parce que nous vivons une vraie vie. Les politiques sont les seuls à vivre complètement dans une tour d'ivoire ? Non, d'abord, je ne formulerai pas la chose de la même façon. Nous, ce que l'on reproche, c'est pas des politiques qui sont dans une tour d'ivoire seulement. C'est des politiques avec de la haute fonction publique qui sont déconnectés et qui font système entre eux. C'est parce qu'on a un système déconnecté central qui produit des règlements sans écouter les professionnels qu'on arrive à l'absurde. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, un apprenti boulanger, on ne peut pas le faire venir travailler avant 6 heures du matin. Manque de peau, le pain est cuit. Donc quand un boulanger demande à un apprenti de venir avant 6 heures du matin, c'est pas pour le maltraiter. C'est parce que c'est à ce moment-là qu'on cuit le pain. Et si un apprenti n'est pas prêt à se lever tôt, autant qu'il aille faire un autre métier. Quand on construit c'est à peu près le même problème d'ailleurs qu'on peut connaître d'ailleurs dans le monde de la radio, puisque vous imaginez bien que quand vous écoutez tous les matins, chers amis, le Grand Matin Sud Radio avec Dimitri Pavlenko ou alors avec Philippe Verdi en ce moment, et qui commence à 6 heures, nos chers amis l'un et l'autre sont là depuis 2 ou 3 heures du matin. Ça, je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre, Robert Branche. Mais malgré tout, Robert Branche. Quand on construit un hôpital sans associer ceux qui y travaillent, et que du coup, ils ne peuvent pas se servir des pièces, qui jettent des fauteuils qui ont coûté des fortunes. Et c'est des cas réels. Ça n'est pas raisonnable. Donc, notre grand changement d'approche au sein des citoyens et de l'approche d'Alexandre Jardin n'est pas d'opposer les politiques aux citoyens. C'est de dire, il faut qu'on sorte de 4 siècles de verticalité. Louis XIV, pour demander... Vous voulez revenir au système féodal, finalement ? Non, au système allemand. Si, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle, Robert Branche. C'est comme ça que ça s'appelle, Robert Branche. C'est le système féodal. C'est quand chaque petit seigneur imposait sa loi au roi de France, finalement. C'est quand la France était divisée qu'elle ne pouvait pas avancer. Non. Écoutez-moi. On veut un État recentré qui, du coup, par exemple, va s'occuper d'une vraie réforme fiscale.
C'est parce qu'aujourd'hui l'État est submergé de dossiers dont il ne devrait pas s'occuper qu'il est incapable de simplifier notre fiscalité, qu'il est incapable de faire un nouveau contrat social, qu'il est incapable de s'occuper des vrais sujets de sécurité, qu'il est incapable de s'occuper de la défense, qu'il est incapable de s'occuper de l'Europe. Donc qu'il arrête de s'occuper de sujets où il n'a rien à faire pour s'occuper des vrais sujets dont doit s'occuper l'État. Vous voulez faire une réforme fiscale, mais si vous impliquez trop de Français sur une réforme fiscale, mais ils ne voudront pas en payer. Personne n'aime payer des impôts, que ce soit en France ou ailleurs, et encore plus en France parce qu'on est sans doute plus à l'heure qu'ailleurs. Il faut une réforme fiscale simple. Il s'agit de simplifier. Il s'agit aujourd'hui, plus personne ne s'y retrouve, et d'ailleurs c'est les puissants qui en profitent. Donc ça c'est vrai aussi, en partie. Simple. Il s'agit d'avoir un système simple, mais pourquoi vous seriez le mieux placé finalement, ou pourquoi les citoyens, chacun dans leur vraie vie, comme vous dites, seraient les mieux placés pour l'imaginer? Moi, je regarde ma feuille. Non, mais Robert Branche, je regarde ma feuille d'impôt. Vous comprenez? Je regarde uniquement ma feuille d'impôt, je suis content de payer des impôts parce que je me dis, je finance finalement le service public. Je me dis aussi, écoutez, je participe à l'effort de la nation, ça c'est normal. Et pourquoi je serais mieux placé que quelqu'un qui n'a pas une vue d'ensemble, qui siège dans un gouvernement ou alors dans un grand ministère? Dans le système, il va bien y avoir un gouvernement. Il y aura bien un système central. Donc c'est pas chaque citoyen qui va. Mais si je vous écoute, j'ai l'impression qu'on sera 68 millions dans votre gouvernement, Robert Branche. L'éducation, la santé, le logement, l'emploi, tous les sujets qui doivent être traités localement, sur lesquels le système central ne sert à rien. Pour avoir un système central fort, sur des sujets compliqués et clés, j'y reviens, le contrat social, comment on finance la retraite demain, le système fiscal, qui doit effectivement être construit au niveau central, et ensuite validé avec les citoyens. Aujourd'hui, on a une confusion des genres. On parle d'un millefeuille français. On n'a pas un millefeuille, on a un tas de spaghettis trop cuits. Tout est entremêlé. Et c'est pour ça qu'on a des dépenses publiques exagérées. Mais Robert Branche, qui portait le parcours, le programme d'Alexandre Jardin, la présidentielle, honnêtement, on s'improvise pas politique du jour au lendemain. Je reprends, je vous laissais débattre à écouter, mais d'abord, Alexandre s'est pas autoproclamé. Je pense que très important, c'est de voir ce qui s'est passé. En fait, il a pris l'initiative début septembre de lancer un mouvement qui s'appelle la Maison des Citoyens, en disant aux Français, tous vous Français qui ne comptez pas, venez vous compter tous ensemble. Vous qui votez blanc, vous qui ne vous retrouvez dans aucune offre politique. Et ça a été un raz-de-marée. En l'espace de 2 mois, il y a plus de 200 maisons qui se sont créées, de partout en France et à l'étranger, y compris dans tous les territoires et départements d'outre-mer, et plus de 60 000 Français se sont comptés. Donc si Alexandre s'est amené à se présenter, c'est porté par ce courant. Donc c'est pas une démarche personnelle. C'est une démarche d'avocats et de porte-parole des citoyens et des professionnels qui en ont assez. Il est aussi à la rencontre des médecins. 60 000, vous avez dit malgré tout, Robert Branche. Oui, excusez-moi, c'est vrai que c'est important. Parti français. Excusez-moi. Oh, c'est le tout, mais tout le monde aujourd'hui va vous dire. Je reconnais qu'il y a beaucoup de gens. Mais tout le monde vous dit, moi, je suis le premier parti de France. Non, mais attendez, allez-y. Je ne vous ai pas coupé tout à l'heure. Alors laissez-moi juste répondre à votre question. Pourquoi Alexandre? Premier point, il a été porté par un mouvement. Deuxième point, c'est quelqu'un qui agit depuis 15 ans. Et qui a effectivement réglé des problèmes des Français. À la fois dans Lire et Faire Lire, c'est plus de 300 000 enfants qui sont une association. Et toute une série d'associations. Notre vision aujourd'hui, c'est qu'il faut des politiques qui ont fait concrètement sur le terrain et non pas des politiques qui ont causé. Et la solution ne pourra pas venir des partis en place. Vous dites aujourd'hui, pour réussir, il faut être associé à des partis en place. Nous ne croyons pas qu'on va pouvoir transformer et décentraliser la France, et surtout pas pour supprimer l'État, ce que j'indiquais tout à l'heure, mais pour le désengorger de sujets dont il n'a pas à s'en occuper, à partir des partis en place. Le troisième point, c'est que ça va se faire avec des politiques, avec des maires locaux qui sont en train de s'associer à nous, avec un certain nombre de grands élus nationaux qui vont rejoindre et qui seront les partis. Donc il ne s'agit pas de faire contre les politiques, il s'agit de faire avec les professionnels et avec ceux qui ont agi. C'est ça le message essentiel. C'est un peu facile quand même de dire, Robert Branche, que les seuls qui agissent, ce sont les élus locaux. C'est vrai qu'être élu local, ça demande énormément de travail, c'est très concret, on est au plus proche des gens. Mais c'est un peu facile quand même de dire, nous sommes avec les gens qui agissent, et de prétendre comme ça qu'un ministre ou quelqu'un qui a été ministre, lui n'est pas quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui pense. C'est pas un peu démagogique? Quelqu'un qui est un vrai faiseux, qui est Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo est effectivement quelqu'un
qui a agi concrètement et qui a réglé des problèmes et des fractures des Français. Donc il y a eu et qui a été maire de Valenciennes, effectivement, une ville sinistrée par le chômage. Sur la ville, il a fait des grandes choses. Donc on n'est pas en train de dire tout. Mais vous avez une grande partie de politiques qui commencent leur carrière politique à 18 ans en se demandant dans quel parti ils vont rentrer et leur objectif est de finir sénateur. Si vous voulez, c'est tout ce public-là. Et c'est un jugement de valeur un petit peu, ça. Robert Branche, c'est un jugement de valeur. Leur objectif est de finir sénateur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vous pouvez toujours le dire. Je pourrais toujours vous dire c'est faux. Attendez, on n'aura jamais la preuve. Regardez le parcours de la plupart des hommes politiques et de ceux qui sont dans les gouvernements. Ils n'ont jamais fait d'autre chose que de la politique. D'où attendez, les sénateurs en plus sont élus par les élus locaux. On a toujours cette caricature des parlementaires, parce qu'il n'y a pas que les présidents de la République, mais les parlementaires qui sont pas nombreux le soir où il faut voter une loi. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est un peu votre faute aussi à vous, les mouvements issus de la société civile? Parce que si le parlementaire n'est pas maire d'un village ou d'une ville, s'il n'est pas conseiller général parce qu'il pouvait l'être à une époque, s'il n'a pas un autre mandat ailleurs, s'il n'est pas sur place dans sa circonscription pour dire à ses électeurs je suis là, je vous écoute, eh bien finalement on va dire regardez, on le voit plus, on va pas voter pour lui. C'est aussi la faute de la société civile, ça, si on n'a pas le temps d'être tout le temps au Parlement. Je crois que c'est surtout un défaut d'organisation. Quand on a trop de textes qui arrivent à l'Assemblée, quand on surréglemente, à ce moment-là, on a trop de travail parlementaire. Donc il y a cette première question. Il y a une deuxième question qui est l'organisation des moyens. Les députés n'ont pas assez de moyens pour travailler. On est sur une démocratie française où les parlementaires sont insuffisamment dotés. Donc je pense qu'il y a vraiment, quand ils ont des séances de nuit sur séances de nuit, c'est bien normal qu'à un moment ils ne soient plus là. Donc et puis surtout c'est à Paris et puis vous êtes élu à l'autre bout de la France. Quand on fait mandat sur mandat sur mandat, à un moment, on perd de sa propre énergie. Et pour rebondir sur l'auditeur et la question très juste qu'il a dit, mais comment on peut retourner dans la société civile derrière? Si le mandat est court, on n'aura pas perdu, on peut retrouver un travail. Le deuxième point, une des propositions qu'on avait mis en avant, c'était aussi par exemple de dire, puisque si pendant 6 ans ou 10 ans j'ai exercé une fonction d'élu, en fait j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'État. Donc pourquoi ça peut vous permettre également finalement de recommencer à travailler. Catégorie A dans l'État. Donc on peut trouver des passerelles de retour. Il y a des solutions, c'est ça que vous nous dites, Robert Branche, en tout cas en ce moment. Robert Branche, François Fillon, il est devenu assistant parlementaire, c'est un métier, c'est un travail, assistant parlementaire, en 1976. C'est un homme qui n'a jamais connu finalement de sa carrière professionnelle que le monde politique. Pourtant, au terme d'une primaire qui a rassemblé plus de 4 millions d'électeurs volontaires, d'ailleurs ce sont des gens qui ont choisi d'aller voter, il a été choisi largement. Ça rassure quelqu'un qui connaît le monde politique, Robert Branche? Moi, je trouve pas ça rassurant du tout, parce que je sais que pour avoir été candidat... Vous non, mais il y a beaucoup de Français que ça rassure. Non, mais attendez, pour avoir été candidat à la primaire, alors c'est 30% des Français. Aujourd'hui, la somme des 3 grands partis qui sont le Parti Socialiste, les Républicains et le Front National représentent 30% des Français. Donc ça rassure même pas un tiers des Français. Et tous les sondages le montrent. Donc la primaire... Et qu'est-ce qui dit que la société civile rassure 70%? Mais la primaire des Républicains était une primaire verrouillée. Oui. C'est-à-dire que ne pouvaient se présenter à la primaire que des gens qui étaient agréés par le Parti des Républicains. Mais c'est normal que quelqu'un de gauche ne puisse pas se présenter. Donc François Fillon a été le meilleur des politiciens professionnels, ce que je lui reconnais. C'est le meilleur des politiciens professionnels. Maintenant la question, est-ce que l'on veut en France quelqu'un qui est un politicien professionnel, un politique professionnel, qui est jacobin dans l'âme, qui va nous reproduire le même système, ou avoir une nouvelle offre hybride de citoyens et de politiques locaux pour changer de méthode et donner le pouvoir au territoire et aux citoyens. C'est ça le débat. C'est pas citoyen contre politique. C'est est-ce que l'on veut un changement de méthode? Est-ce que l'on veut donner le pouvoir aux professionnels? Est-ce qu'on veut donner le pouvoir au territoire? Est-ce que l'on veut rapprocher la décision de là où on agit? C'est ça le débat. C'est pas pour ou contre Fillon. C'est pour ou contre la classe politique telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle se comporte aujourd'hui. Qui est en circuit fermé. Comme l'a très bien dit Pascal Luciani et nos intervenants, ils sont en circuit fermé. Ils démarrent à 18 ans et finissent à 110 ans. On devient forcément fou.
Moi, j'ai démarré comme. Et pourquoi on deviendrait fou? On n'est pas forcément plus fou. Robert Branche, si je peux me permettre, Robert Branche. Oui, mais vous seriez fou. Mais enfin, il y a des gens qui sont professeurs du début de leur carrière jusqu'à la fin, ils deviennent pas fous. Si on est cheminot du début jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle, on n'est pas fou. Alors pourquoi on le deviendrait quand on est politique, Robert Branche? Mais parce qu'on vit dans un cocon. Mais on n'est pas dans un cocon quand on est prof, quand on est cheminot, quand on est journaliste. Mais pourquoi on serait forcément dans un cocon? On serre des mains, on voit des gens tous les jours quand on est politique, Robert Branche. Mais alors, mais vous parlez du tourisme. On a parlé du tourisme il y a quelques instants. Les ordres de la République, ça pousse les gens, le monde entier, à venir admirer la France. C'est ça la France aussi, Robert Branche. C'est le château de Versailles, Robert Branche. En musée de la royauté version républicaine, très bien. C'est pas notre projet. Je ne pense pas que l'avenir de la France, ça doit être un musée que les entreprises et le monde entier viennent visiter. Mais pourquoi pas? Écoutez, le tourisme, ça fait vivre des gens, ça fait vivre des restaurateurs. J'ai pas dit que c'était ma seule ambition, la France touristique. Mais ça fait partie aussi de l'image du pouvoir. On a besoin d'une image du pouvoir. Libérons les palais de la République pour en faire des lieux de tourisme. Ça me va très bien. C'est un peu démago, ça, un très beau musée. On ne peut pas penser le moderne, comme parlait Pascal Génie, le numérique, quand on est que dans des fauteuils Louis XVI. Je suis désolé. Robert Branche, architecte du programme d'Alexandre Jardin. Ce sera ma dernière question parce qu'on arrive au terme de cette émission. Est-ce que finalement vous avez des solutions concrètes pour qu'on puisse passer de la société civile au monde politique, puis ensuite revenir dans la société civile? Deux solutions simples. C'est la limitation du nombre de mandats en total pendant toute sa vie. Mais pour retrouver du travail après? 2 ou 3. Mais quand vous êtes resté moins longtemps, vous avez moins perdu. Si vous voulez retrouver du travail après 15 ans, après 10 ans par exemple de fonction politique, c'est pas facile de changer de métier. Vous n'avez pas forcément perdu votre formation initiale, vous avez acquis une formation initiale parce que vous savez que vous allez retourner dans le privé. Et la deuxième remarque, c'est d'organiser des passerelles, comme l'indiquait Pascal Cheny, ça a été vu par le MEDEF, de faciliter les reprises au niveau des entreprises, et aussi, pourquoi pas, avoir le droit de devenir fonctionnaire de catégorie A. Si on ne trouve pas d'emploi dans le privé. Mais si tout le monde veut se présenter, finalement, il y aura beaucoup de fonctionnaires à la fin quand même, malgré tout, Robert Branche, si je peux me permettre. Ça ne concerne que les députés et les sénateurs, donc ça représente très peu de gens. On parle de quelques dizaines de personnes. Mais d'organiser des passerelles en disant effectivement, puisque même si je n'ai pas fait l'ENA ou une formation, si j'ai fait 10 ans de fonction d'élu, je connais le système public. Donc pourquoi pas avoir le droit d'y revenir. Merci Robert Branche, architecte du programme présidentiel du mouvement Les Citoyens. C'est le mouvement d'Alexandre Jardin, candidat à la présidentielle. J'étais contre la profusion de candidatures à la présidentielle. C'est la position que je défendais dans Seul contre tous. On termine sur quel score, Noémie? Bien, vous avez perdu l'avantage, 48% seulement pour vous.